l'idée, c'est de vous proposer une application clinique qui mobilise toutes les ressources apprises en cours. Ce n'est pas un cours de premier niveau, puisqu'il faut un prérequis. Il faut de l'anatomie. Que faut-il retenir de l'anatomie? De l'ostéologie, les surfaces articulaires, les os, de la myologie, où sont les muscles, insertion proximale distale, et l'arthrologie. Il faut aussi le prérequis de biomécanique, avoir vu en cours ce qu'est une force, ce qu'est un levier, et globalement tous les termes physiques. Maintenant, la question qu'on peut se poser après un cours magistral, c'est de se dire, et j'en fais quoi de toute cette théorie? Et bien l'idée, c'est de l'appliquer à l'ostéopathie, mais globalement à tout niveau de soins. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en ostéopathie? C'est qu'on va pouvoir déterminer ce qui guide notre examen clinique, et surtout peut-être nos gestes. Donc, je vous propose cette petite démonstration qui consiste à dire, un patient vient vous voir, il joue au tennis régulièrement et il souffre de ce que l'on lui a dit être une tendinite, une tendinopathie, globalement un tennis elbow. En gros, il a mal au coude. Voilà l'explication que je vous propose. On part de l'anatomie. L'anatomie dont on a besoin, c'est uniquement de se dire, pour frapper au tennis, j'exagère un peu, il n'y aura pas d'effet, c'est une flexion du coude. Une flexion du coude, on va rajouter un petit effet de supination. Vous verrez si c'est un lift ou un chop. Mais cet effet de flexion plus supination est attribuable à un seul muscle, le biceps. Donc, je représente le bras qui m'intéresse, humérus, coude, l'avant-bras, ulna, radius, et la main, qui n'est pas très intéressante dans son détail, juste la main qui va tenir la raquette. Okay? Et les acteurs qui m'intéressent sont le biceps, le coude et l'ensemble du bras. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on représente? On va, à partir de ce schéma anatomique, projeter sur une ligne, si vous voulez, un plan qui représente la base de sustentation, mais juste du bras. Ce n'est pas tout le corps, c'est juste le bras. On va représenter ce qui nous intéresse dans un levier, l'appui, le poids, la force. Donc, l'appui au niveau de ce bras par rapport à ce que l'on vient de dire, c'est forcément le coude. Donc, je prends le point au niveau du coude et je le projette sur la droite. Cette projection me donnera le point A. Maintenant, je regarde l'anatomie du coude et le biceps m'intéresse. Le biceps se termine par un tendon commun sur la tubérosité bicipitale, sur le radius, qui est donc plus distal. Donc, je prends l'insertion de ce biceps, je la projette et on aura le point F. On a donc ici déterminé la distance AF. Reste à se poser la question, où projeter le poids? Comment on calcule le poids? Eh bien, le poids va s'appliquer au niveau du centre de gravité. Donc la question, c'est quel est le centre de gravité de cet ensemble? En cours, nous avons vu la répartition des masses corporelles. On a vu que l'avant-bras et le bras représentaient un certain pourcentage de la masse corporelle totale. Pour faire simple, le bras est plus lourd que l'avant-bras et la main. S'ils étaient de poids équivalent, qu'est-ce qui serait passé? On aurait pris la distance initiale, la distance finale, on aurait pris la moitié et on aurait dit le centre de gravité est à cette moitié. Or, le bras étant plus lourd, où se trouve le centre de gravité? Le poids va le rapprocher et on va estimer sur ce schéma que le poids se trouve, disons, dans le corps du biceps. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Pourquoi? Parce que le centre de gravité du membre supérieur va se trouver là où il y a le plus de muscles, le plus de chefs musculaires, le plus de volume pour constituer une chaîne musculaire parallèle, c'est-à-dire les deux biceps, le coracobrachial et le brachial antérieur. Donc on a ce centre de gravité, on le projette sur la ligne et on obtient nos trois lettres qui constituent un levier, PAF. Ce PAF, par définition biomécanique, est un levier interappui, qui est un levier d'équilibre, un levier de premier genre, si les éléments sont de la même intensité et les bras de levier, c'est-à-dire les distances AF et AP, sont de même mesure. Or, ici, si c'est bien un levier interappui, qu'est-ce qu'on constate?
On constate que, schématiquement, la distance AF est le tiers de la distance AP. Dit autrement, la distance PA est 3 fois plus grande que la distance AF. Dit autrement, le poids bénéficie d'un bras de levier 3 fois plus grand que la force. Est-ce que le poids va changer? Bien évidemment non. Donc ça veut dire que le poids est multiplié par 3. Ça veut dire que pour être à l'équilibre, nécessairement la force que représente l'action musculaire doit être 3 fois supérieure à l'intensité du poids. Il est donc très facile de connaître l'intensité demandée au biceps, puisque si on considère que le poids est le produit de la masse par la constante gravitationnelle, que l'on va arrondir à 10, et que l'on considère que l'ensemble du bras a une masse, c'est-à-dire une quantité de matière de 6 kg, on dira que l'ensemble du membre supérieur présenté ici a un poids de 60. J'ai donc 100 actions. Le calcul de la contraction que doit réaliser le biceps pour être à l'équilibre. C'est-à-dire que le biceps va devoir se contracter de 180 newtons. À l'équilibre. Maintenant, que va-t-on faire? On va rajouter à ce membre supérieur une raquette. C'est-à-dire, on va lui rajouter une longueur. Premier cas, très très simple. Cette raquette n'a presque aucune masse. Elle pèse quelques grammes. Du coup, on rajoute une longueur, mais ça ne modifie pas tant la répartition. Qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que le coude a changé? Absolument pas. C'est bien toujours le point d'appui projeté sur la droite, point A. La force, est-ce qu'elle a changé? Mais non, ce n'est pas désinsérer le biceps. Donc, on a toujours la même distance AF. Par contre, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est en train de changer dans le fait d'avoir pris une raquette, d'avoir allongé le bras avec une raquette qui serait de plus en plus lourde? Qu'est-ce qui va se passer? Le poids est en train, tranquillement, de se déplacer vers le milieu de l'ensemble. C'est-à-dire que le poids se rapproche du point d'appui, se rapproche de la force, et dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer? Le poids, dont on va imaginer que le centre de gravité de l'ensemble bras plus raquette se résume un petit peu entre le coude, point d'appui, et le point d'insertion du muscle, va nous proposer cette fois non plus un levier interappui, mais un levier interrésistant, que j'accepte que vous appeliez interpoids. Quelle est la conséquence? C'est que ça reste un levier intéressant pour le mouvement. Pourquoi? Parce que le poids étant entre la force et l'appui, nécessairement, il bénéficie d'un bras de levier plus grand. Pardon, j'ai dit le poids. La force bénéficie d'un bras de levier plus grand que le bras de levier du poids. Autrement dit, j'aurai toujours un avantage mécanique donné à la force, et ça tombe bien parce que je veux dans ce geste de tennis être rapide et fort. Mais regardez ce qui va se passer quand, du début du geste, on passe en fin de geste. J'ai donné mon coup droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, logiquement, le coude s'est fléchi. C'est-à-dire que le point d'insertion du biceps est venu à l'aplomb, c'est-à-dire le point d'insertion du biceps s'est rapproché du point d'appui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire qu'on a diminué progressivement la distance AF. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on fléchit, plus la distance AF, c'est-à-dire le bras de levier en faveur du muscle, se réduit. Donc, plus on fléchit, plus il faut forcer, ce qui est parfaitement logique et intuitif. Le muscle se contracte, il est concentrique, il est dans une contraction concentrique, donc il augmente son intensité. Mais biomécaniquement, par le bilan des forces, ça se corrèle. C'est-à-dire, plus je fléchis, plus je perds un bras de levier qui va demander au muscle de travailler de plus en plus. On pourrait imaginer qu'à mi-flexion, le biceps insuffisant pourrait demander de l'aide au coracobrachial et au brachial antérieur.
pour éviter de solliciter trop fortement son tendon. Maintenant, on rajoute les 2 dernières étapes pour clore cette présentation. La raquette est trop lourde. Pourquoi? Parce que je suis petit, je ne suis pas très musclé, et je ne vais pas acheter une raquette qui me convient. Je vais acheter la raquette de Nadal, je vais acheter la raquette de Federer, c'est-à-dire la raquette qui me plaît, mais qui n'est peut-être pas celle qu'il me faut. Et du coup, je vais peut-être avoir une raquette trop lourde. Quel est le risque de la raquette trop lourde? C'est que dès le départ, sans jouer, le centre de gravité de l'ensemble passe au-delà du tendon. Conséquence dramatique, car dès le début, sans jouer, sans frapper la balle, nous ne sommes plus en levier interrésistant, mais nous sommes dans un levier interforce. Autrement dit, parce que cette raquette est trop grande, le poids bénéficie d'un bras de levier supérieur et immédiatement, l'action musculaire va s'en trouver déficitaire. Si le muscle n'arrive pas à contracter, qu'est-ce qui risque de se produire? Une sollicitation de ses attaches, une anthésopathie, une tendinopathie. Les tendons vont souffrir, donnant une chronicité. Et je n'ai toujours pas tapé, je n'ai toujours pas parlé du style de tennis. Rentrons dans ce sport passionnant. Si je suis un bon joueur, et qu'à chaque fois l'impact de la balle, je la centre dans ma raquette. La raquette par son cordage, si le cordage n'a pas une tension trop importante, si la raquette n'est pas tendue de façon trop importante, vous verrez qu'en tennis on parle de tension. Alors il y a encore une erreur dimensionnelle méthodologique, les gens parlent en kilos. On sait très bien que le kilo c'est l'unité de la masse, ils devraient parler en newton, mais c'est pas grave, le sportif n'est pas obligé d'être scientifique. Plus la raquette est tendue, plus c'est une planche de bois, et moins je centre ma balle, plus je vais vers cette tendinopathie. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Le cordage est adapté à la morphologie, à la force de la personne. La raquette est adaptée à la morphologie, à la force de la personne. La balle est bien centrée parce que le sujet fait des petits pas, sait se placer, démarre le geste avec son bassin, tend le bras et a un impact, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est square. Peut-être, je ne sais pas. Donc, il va avoir la bonne gestuelle, l'ergonomie parfaite. La répartition des contraintes, la balle, vous savez, si on regarde une caméra, elle va se déformer, puis se reformer, c'est-à-dire elle va emmagasiner une déformation qu'elle va restituer, et l'ensemble pourrait être considéré toujours comme quelque chose d'efficace. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je rate mon coup une fois, c'est pas grave, plein de fois, au lieu de taper au centre et d'avoir une répartition homogène, je boise, je tape un peu sur le côté, qu'est-ce qui se passe? On rajoute encore un peu de poids, le poids de la balle. Imaginons de façon très fictive, mais c'est une démonstration théorique, imaginons que je joue avec une boule de pétanque. Certes, c'est couillon, mais vous comprenez que si je tapais avec une boule de pétanque, la masse de cette boule de pétanque va s'ajouter, ne faisant que continuer à décaler le centre de gravité de l'ensemble vers le poignet, ce qui continue à donner un bras de levier au poids supérieur au bras de levier à la force musculaire, ce qui, vous l'avez compris maintenant j'espère, continue à faire travailler le muscle au point qu'il n'est plus capable d'agir seul, sollicitant ses tendons, prenant quel risque? D'allonger les tendons, de désinsérer les tendons, de tirer sur le périoste sur lequel le tendon s'insère, donnant des périostites par hypersollicitation, risquant de déchirer les fibres musculaires. Tout ceci à cause d'une mauvaise raquette, trop grande, trop lourde, et disons de ma connerie, une boule de pétanque. On ne joue pas au tennis avec une boule de pétanque, même à Marseille. Donc, revenons à la situation. Vous avez compris que jouer au tennis avec une raquette trop grande, trop tendue, avec un niveau où vous ne centrez pas la balle et vous créez des contraintes, si vous jouez 1 heure au tennis, quand on joue 1 heure au tennis, on joue réellement 20 minutes. Car au tennis, on s'arrête beaucoup. Mais pendant 20 minutes, si vous avez une frappe toutes les 2 secondes, je vous laisse calculer la fréquence,
imaginez que toutes les 2 secondes, vous avez une contrainte d'hypersollicitation mal répartie sur un coude qui est habitué anatomiquement à travailler en levier interappui, parce que nous ne sommes pas nés avec une raquette. Et dans le programme génétique, il n'y a pas écrit qu'on tient une raquette. Regardez donc ce qui se passe si vous répétez ce geste et que le match, au lieu d'être en 2-7, est en 3-7, et qu'il dure, et qu'il fait chaud, et que vous vous déshydratez, on rajoute des contraintes environnementales, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez blesser le muscle. Vous aurez donc des courbatures qui sont le fruit de la cicatrisation post-traumatique. Et ensuite, si vous répétez le match, parce qu'au tennis, il y a une particularité, c'est que quand vous êtes brillant, vous commencez en quart de finale. Mais quand vous êtes débutant, vous commencez en premier tour. Vous pouvez jouer le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, et peut-être que le dimanche après-midi, la répétition de ces contraintes fait qu'à un moment, vous n'arrivez plus à tenir la raquette, vous avez mal au coude, vous avez cette douleur, ce tennis elbow qui naît, et qui va vous handicaper dans le reste de la pratique. Il est donc primordial de vérifier que le matériel est bien adapté. Et tout garçon qu'il soit, et je peux me positionner en exemple, je suis un garçon, pas besoin de le prouver. Par contre, je ne suis pas très musclé, et j'ai fait beaucoup de tennis. Et quand tu es petit, que tu fais du tennis, que tu es surclassé, que tu veux la raquette de Federer, et qu'on te dit non, toi, il faut que tu prennes une raquette de femme. C'est un peu dur à entendre. Parce que, bon, même si on peut douter sur le genre de certaines joueuses, on sait quand même qu'on aurait préféré la raquette de Pete Sampras. Moi, c'était plutôt Pete Sampras à mon époque. Mais la raquette de femme, qu'est-ce qu'elle proposait? Un amorti, une vibration, un poids qui correspondait à ma musculature. Et dans ce cas, ça m'a permis d'avoir du matériel adapté. Ce que je développe pour le tennis s'applique surtout à avoir du matériel adapté. On peut peut-être choisir la couleur, mais le poids, la tension, la façon dont on joue. Et selon que je frappe fort, c'est-à-dire selon que mon geste, vous avez compris, je m'arrête à l'impact, ou au contraire, je tape avant, c'est-à-dire si je fléchis mon coude avant, vous avez compris qu'à chaque fois que je fléchis, je raccourcis le bras de levier pour la force. Si je raccourcis le bras de levier pour la force et que j'allonge le bras de levier pour le poids parce que j'ai une raquette trop longue, trop lourde, trop tendue et une balle trop grosse, je prends simplement. Je réduis le bras de levier pour le muscle et j'augmente le bras de levier pour le poids. Je vais fatalement, peut-être, me blesser ou arriver sur une insuffisance musculaire. Et du coup, il vaudrait mieux que je joue en tapant pas trop fort avec mon bassin, plutôt que être raide et jouer qu'avec le bras. Là, je me fais une tendinite. Là, je ne m'en fais pas. Pourquoi? Parce que là, je reste en levier inter-appui qui, de temps en temps, passe en inter-résistant. Alors que là, systématiquement, je passe en inter-force. Et si en plus je suis mal placé, loin de la balle, tous ceux qui ont joué au tennis savent que ce qui compte, c'est les petits pas. C'est-à-dire se rapprocher le plus possible. Car ce n'est pas du baseball ou du golf où on peut être loin de la balle pour bénéficier d'un moment et d'une accélération. Là, il faut être proche pour être fort. Et il faut être proche pour éviter de se faire mal. Au plus vous êtes proche de votre but, au moins vous vous faites mal. Au plus vous êtes éloigné de votre but, au plus vous allez vous blesser. Que faire en tant qu'ostéopathe? Est-ce que je vais pouvoir changer le poids? Eh bien oui. Et si je muscle? Et si je prends de la masse? Plus je me muscle, plus je ramène le poids sur la partie proximale. Plus je suis capable de supporter le poids de la raquette. Donc bien sûr qu'il faut muscler, bien sûr qu'il faut prendre de la masse. Je dirais même une connerie. Pourquoi pas mettre un poids, vous imaginez l'exercice de pensée, pourquoi pas mettre un petit poids, un brassard, vers l'épaule? Pourquoi? Pour ramener le centre de gravité au niveau du bras, pour toujours travailler en levier interappui, voire de temps en temps en levier interrésistance. Mais surtout, raccourcir la raquette. Alors je ne vous dis pas d'aller jouer au tennis avec une raquette de ping-pong, de tennis de table, mais une raquette plus petite vous permettra de soigner
l'hypersollicitation produite par une raquette trop grande. Prenez la raquette comme un simple bras de levier. Votre conseil de biomécanicien appliqué à l'ostéopathie, c'est de vérifier le matériel de la personne. Et vous verrez que 1 cas sur 2, la tendinopathie provient d'un changement de matériel. Depuis quand vous avez mal? Depuis 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On est en février, il y a 2 mois, c'était Noël. Vous n'avez pas eu en cadeau de Noël une raquette? Ah si, oui, j'ai changé de raquette. C'est une illustration que je vous donne. Ok? Et alors, techniquement, qu'est-ce qui pourrait se passer à force d'avoir des impacts? Le biceps s'insère sur quoi? S'insère sur la tête, sur la tubérosité radiale, du radius. Ok? On est d'accord? Qui va tracter la tête radiale en avant ou en arrière? Tous ensemble, ça serait pas mal en avant. Donc, plus je force avec mon biceps, plus ma tête radiale est en avant. Qu'est-ce que je risque d'avoir? À la radio, rien. À l'échographie, une lame liquidienne qui montre que le tendon souffre. Et dans l'examen ostéopathique, quand je teste glissement antérieur, glissement postérieur, je vais avoir une restriction de glissement postérieur, car j'ai une dysfonction de tête radiale antérieure, qui ne fait que réduire le bras de levier en fonction de la force. Et donc, mon intérêt ostéopathique est de manipuler cette tête radiale pour la postérioriser, pour redonner, mesdames et messieurs, quelques millimètres, oui, mais quelques millimètres d'un bras de levier qui sera favorable aux muscles et qui participera à la bonne fonctionnalité, cicatrisation de ce coude du joueur de tennis qui pourrait prévenir ultérieurement, grâce à une bonne raquette et une bonne ergonomie. L'ergonomie est attribuée à l'expertise du prof. C'est le prof qui doit dire comment le joueur doit se placer. C'est le vendeur ou le prof qui doit dire quelle raquette prendre et à quelle tension la mettre. Et c'est à l'ostéopathe peut-être de vérifier que l'articulation peut supporter ces contraintes. C'est ce que je voulais vous dire. Tu peux couper, merci.